Adam Bloss presents. You were able to do this and not tell anybody? Yes. I'd assume. So she does a photo shoot, she tags them, they get her followers, more money for Rolling Stone, nothing for Jocelyn. Le débat revient inlassablement, encore plus insupportable que la couleur de la robe jaune et blanche ou que l'appellation de la fameuse viennoiserie au chocolat. Chaque nouvelle série pour ados Netflix provoque la même polémique, de nombreuses personnes soulignant que les parties de jambes en l'air y sont trop présentes. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que les teen shows sont remplis de scènes de coït malaisantes? Et ces dernières pourraient-elles vraiment avoir des effets néfastes sur ces pauvres êtres sans défense que sont les jeunes pousses en pleine puberté? Aujourd'hui, vous aurez les réponses à ces questions et peut-être même un peu mieux que ça. Je tiens juste à faire quelques précisions dans cette vidéo. Je vais plutôt m'intéresser à l'angle de la réception du public et notamment du public adolescent et des effets de cette réception par rapport aux scènes de coït. Donc je vais pas traiter, et c'est fait exprès, l'aspect production. On en reparlera un petit peu forcément, mais toutes les critiques qui vont venir dire notamment que le regard du réalisateur peut être malsain, la manière dont c'est mis en scène, voire les conditions de tournage de certains acteurs et certaines actrices beaucoup trop jeunes et parfois très mal à l'aise pour tourner ces scènes qui sont quand même un peu particulières à tourner, il est complètement pertinent et il ne s'annule pas avec cette vidéo, et c'est pas parce que je le traite pas qu'il n'existe pas et qu'il n'a pas de légitimité, mais voilà, j'ai décidé de pas le traiter parce que j'ai décidé de choisir un autre angle d'approche. Déjà, il faut forcément revenir sur la place et l'existence même de cette représentation au sein des séries télé. J'ai consacré plusieurs vidéos à l'hypersexualisation par exemple, mais le cas des séries est particulier. Alors arrivé dans les années 50, comme vous pouvez vous en douter, la censure empêchait les scènes de yoga dynamique à la télévision. Je prends souvent en référence I Love Lucy, une des premières sitcoms majeures dans laquelle les couples à l'écran ne pouvaient même pas être montrés partageant le même lit. Même les mots relatifs au Scrabble étaient évités, comme en témoigne le terme enceinte qui était remplacé par des expressions plus euphémiques. Dans les années 1970, les couples à la télévision pouvaient discuter ouvertement de balançoires et de contraception, bien que les actes en eux-mêmes étaient rarement représentés à l'écran. La série Hi Claudius a été l'une des rares exceptions, mais les scènes concernées se déroulaient derrière des portes closes. Et ça s'est pas complètement amélioré avec le temps. Pour vous dire, le premier épisode de la série Dawson, qui est sorti en 1998 et traite d'un petit groupe d'adolescents, avait fait vivement polémique à sa sortie. En effet, un passage du pilote mentionnait le plaisir personnel de certains hommes, ce qui avait fait bondir de leur siège les associations de parents qui ont toujours à cœur de laisser les artistes s'exprimer, mais pas trop non plus. Le passage avait même purement et simplement été remplacé en VF pour éviter tout problème. Pourtant, depuis les années 2000, il faut reconnaître que les séries qui abordent ou montrent des parties de cartes sont assez nombreuses. Et parfois, ces shows offrent même une vision toxique et malsaine de la vie. L'exemple, qui sert souvent de quasi-tournant, est celui de Skins, série pour ados britanniques, extrêmement crue par ses sujets, mais aussi sa manière de les aborder. Depuis, la télévision s'est un petit peu débridée sur les sujets sombres pour les ados. De la scène de striptease de Betty dans Riverdale, pourtant diffusée sur une chaîne historique de la CW, aux scènes extrêmement violentes où Anna Baker se donne la mort et un de ses camarades subit un rapport non consenti abominable dans 13 Reasons Why. Il en va de même pour les scènes de substances illicites et de concerts de flûte dans Euphoria. Même d'autres séries Netflix comme Elite se voient souvent reprocher les scènes trop explicites et jugées inutiles entre les différents personnages. Le dernier débat majeur ayant eu lieu autour de The Idol, avec Lily Rose Depp et The Weeknd, énormément décriée et sur laquelle on reviendra en fin de vidéo. Et il est indéniable que cette tendance devient un vrai phénomène. Une étude publiée en 2005 par l'association Kaiser Family Foundation relate que 70% des séries télévisées contiennent des scènes de contact physique intense, à savoir 5 scènes en moyenne par heure, ce qui est absolument énorme. Mais elle ne s'arrête pas là, puisque selon cette même étude, les shows à destination des adolescents auraient une moyenne encore plus élevée, avec près de 7 scènes de ce type par heure. Plus d'une toutes les 10 minutes. Aussi, souvent ce problème est couplé à celui de la représentation des ados, qui sont les personnages de ces séries. Ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais pour que vous le sachiez, une étude du Parents Television Council affirme que sur les épisodes diffusés en prime time, la sexualisation des jeunes femmes y est omniprésente. Dès lors qu'une jeune fille apparaît à l'écran,
du contenu plus suggestif est présent et plus d'événements en rapport avec cette suggestivité ont lieu. Un autre travail de recherche appelé Content Analysis of Relationships and Intimacy in Teen Dramas on Television analysait 5 séries télé et suggérait que dans la première saison, les scènes de Scrabble étaient omniprésentes et pourraient avoir un impact sur la sexualisation des ados. Mais alors, comment expliquer cette surabondance de passages de parties de jeux de société enflammés dans ces contenus? Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Déjà, car c'est à cet âge-là que les jeunes se découvrent sur le sujet, donc se questionnent et aussi s'y intéressent. Ça dépend évidemment de chacun. Cependant, en règle générale, c'est cette période qui est concernée. Cela va donc répondre à une véritable demande de la part du public, dont les questionnements vont être liés. Surtout que l'adolescence est une période où l'interdit, notamment parental, va être remis en question. Visionner des séries sulfureuses, voire malsaines et toxiques, peut apparaître comme une manière de rejeter l'injonction parentale à la sobriété. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les scènes de rapport dans les séries pour ados sont particulièrement malsaines et toxiques, encore plus j'ai envie de dire que dans les autres séries. Par exemple dans Euphoria, peut y avoir aussi des différences d'âge, comme je l'ai dit, peut y avoir des substances illicites qui entrent en compte, et je pense que c'est notamment dû à cette volonté de transgression de l'adolescent qui veut sortir des tabous que lui ont plus ou moins imposés les parents et la société sur le sujet, et donc il va s'affranchir de ces tabous au maximum en regardant et en visionnant des séries dont il sait le contenu particulièrement transgressif. Et donc ce qui explique aussi cette surenchère de certaines séries en mettant énormément, voire certains peuvent considérer trop, et en les mettant en scène de manière très explicite, parce que c'est aussi ce que demande peut-être une partie de cette audience, qui exprime donc un fort intérêt pour le sujet, pour les raisons que j'ai exprimées un peu plus tôt. Surtout que le développement des nombreux écrans rend cette consommation possible. Comme l'explique très bien Séverine Barthes dans un article pour BFM TV, les nouvelles plateformes de streaming ont participé à la déchéance du modèle de la télévision unique sur lequel toute la famille a une visibilité. Auparavant, les séries pour ados étaient obligées de plaire également aux parents, car c'est souvent eux qui détenaient le pouvoir de la télécommande et étaient en capacité d'interdire le visionnage d'un programme jugé trop malsain. Avec les ordi portables, les tablettes et même le téléphone, l'adolescent a gagné en indépendance sur ce qu'il regarde. Ainsi, le producteur peut créer un contenu extrêmement segmenté à destination des adolescents sans vraiment s'attarder sur la vie que les parents de ce dernier pourraient avoir dessus. De plus, ces nouveaux services à l'image de Netflix n'ont pas à se plier aux mêmes injonctions du CSA que les chaînes de télévision traditionnelles qui diffusent en prime time à une audience très large. Surtout que le crac crac boom boom a toujours vendu. Tom Reicher, l'auteur du livre The Erotic History of Advertising, souligne que cela permet d'utiliser les instincts primaires des humains pour pousser à acheter, mais même simplement pour attirer l'attention. À une époque où les séries sont consommées à la chaîne et aussi vite oubliées, et où l'audience a pris l'habitude de manger, discuter, scroller, voire les trois en même temps que de regarder une série, ces scènes vont permettre de forcer le regard du spectateur et de le marquer. L'équivalent d'une personne qui se mettrait subitement à agiter des clés devant nous en forme d'organes génitaux. Enfin, on pourrait avancer que la noirceur et la toxicité qui ressortent de ces passages sont avant tout le reflet et le fruit d'une époque et d'une génération triste, désabusée, et qui se réfugie dans les sensations fortes pour oublier l'insoutenable lourdeur de leur être, comme je l'expliquais dans ma vidéo à propos d'Euphoria. Je vous invite d'ailleurs grandement à me donner votre avis sur le sujet en commentaire. Vous le savez, sur cette chaîne, il y a plus des vidéos analyses, que ce soit d'une œuvre ou d'un phénomène, etc., comme je l'ai fait avec la vidéo City la semaine dernière, et d'autres plus débat. Et cette vidéo est évidemment plus débat. Je vous invite à modérer vos propos quoi qu'il arrive, commenter avec pertinence et bienveillance s'il vous plaît. De plus, faites attention aux mots que vous utilisez parce que vous risquez d'être censuré non pas par moi mais par la censure automatique de YouTube. Donc n'hésitez pas à utiliser des paraphrases un peu comme je l'ai fait tout au long de la vidéo. Mais voilà, mon objectif c'est vraiment d'initier un débat avec des bases saines, cohérentes, pertinentes et à la fois factuelles, mais c'est vraiment d'initier le débat et pas de le clore. Je suis pas là pour vous dire quoi penser, au contraire. Maintenant, pour ce qui est des effets des représentations de ces scènes de Scrabble, c'est assez compliqué à déterminer. J'ai cherché et trouvé plusieurs études qui ont été réalisées sur le sujet, mais elles n'arrivent pas toutes à la même conclusion. Déjà, cela semble jouer sur les attentes et les perceptions du coït au-delà de l'activité en elle-même chez les jeunes. Un article intitulé Not Another Teen Show, Exploring the Impact of Sexual Scripts in Sexually Oriented Teenage Television on Adolescent Girls' Romantic Relationship and Sexual Expectations affirme que les séries avec du caractère mature seraient positivement associées à l'acceptation d'un double standard dans les relations amoureuses et surtout une attente précoce sur le début des voyages au 7e ciel chez les jeunes filles. Et cela
peu importe le réalisme de la série dans la retranscription des actes. Pour ce qui est de l'impact sur les activités concrètes des adolescents, deux visions s'opposent. Rebecca Collins a réalisé en 2004 une étude intitulée Does watching sex on television influence teens' sexual activity? L'étude réalisée sur plus de 1700 adolescents entre 12 et 17 ans est sans appel. La représentation ou même l'évocation des galipettes interdites par l'Église catholique avant le mariage dans les séries télé augmente le passage à l'acte dans l'année qui suit chez les jeunes. Mais l'étude ne s'arrête pas là, et surtout ne condamne pas forcément ce phénomène. Elle s'est aussi penchée sur l'effet bénéfique que ça pouvait avoir sur l'éducation à propos du sujet. Bien avant la série Netflix, les chercheurs avaient pris comme étalon de comparaison l'épisode de Friends où Rachel tombe enceinte malgré l'utilisation d'un préservatif. Les résultats indiquaient que la grande majorité des adolescents qui avaient vu l'épisode se souvenaient des informations à propos de la fiabilité de ce moyen de contraception. I know, but you know, condoms only work like 97% of the time. What? Well, they should put that on the box! They do! No, they don't! Rebecca Collins concluait donc à la nécessité de moins exposer les jeunes à ces scènes, mais surtout à ce qu'elles puissent porter un message éducatif quand c'est le cas. Sauf que ça, c'était en 2004. Près de 10 ans plus tard, en 2013, 5 chercheurs sortent un article Does the effect of exposure to TV sex on adolescent sexual behavior vary by genre? qui se base lui aussi sur une étude qui évalue à peu près la même chose. Mais cette fois, le résultat est négatif. Aucun indicateur d'augmentation du tango du diable chez les jeunes exposés aux séries à caractère mature. Une hypothèse avancée est le changement d'époque, et donc peut-être des séries et mentalités, mais aussi le groupe qui était cette fois composé de jeunes de 14 à 16 ans. Et ça irait effectivement dans le sens de la société actuelle. Une étude de Debbie Urbanick affirmait l'année dernière que les jeunes américains, adultes ou adolescents, jouaient moins aux cartes que leurs prédécesseurs. On l'a donc vu, les séries ont forcément une influence sur la perception du crac-crac par les ados. Après, pourtant, il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer. Les effets semblent limités ou au moins difficiles à prouver, voire dans certains cas bénéfiques. Surtout que la censure de ces scènes ne me paraît pas être une démarche saine et une bonne solution. Alors, pourquoi ça continue à faire polémique? Déjà car au-delà des scènes de liaison charnelle, on voit parfois des représentations extrêmement dérangeantes et malsaines. Et dans certains cas, c'est voulu. Le but d'un passage peut être de choquer, de mettre mal à l'aise, voire de dégoûter certains spectateurs, même si parfois on peut légitimement considérer que ça va trop loin pour soi. Par exemple, un article du magazine Rolling Stone faisait état d'une ambiance de travail difficile lors du tournage de la série The Idol, mais également de certains passages finalement coupés qui mettaient en scène la protagoniste principale incarnée par Lily Rose Depp dans des situations horribles. De même, lorsque les premiers épisodes ont été diffusés à Cannes, les critiques ont fustigé la série comme étant un mauvais film pour adultes, grossier et vulgaire dans sa représentation de l'acte. Il est alors toujours important de se questionner sur ces scènes, voire d'en considérer certaines comme inutiles, uniquement présentes pour faire polémique ou attirer vainement l'attention d'une génération au regard distrait. Et d'un côté, c'est bon signe, car cela signifie qu'on porte un regard critique sur l'œuvre à laquelle on est exposé. Finalement, le débat sur est-ce que ça a des conséquences matérielles sur les actions des adolescents, il n'est pas complètement fermé, au contraire, il est encore assez flou, et je pense que dans les années à venir, il y aura d'autres études qui vont sortir, et ça se trouve, il y en a d'autres à côté desquelles je suis passé, qui continuent de sortir sur le sujet, et qui vont nous permettre d'y voir plus clair, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ça a vraiment en tout cas une influence sur les perceptions, et c'est peut-être là que se trouve le plus gros risque. C'est vraiment un double tranchant, parce que ça peut à la fois améliorer les perceptions, et quand je dis améliorer les perceptions, c'est par exemple mettre en scène une relation toxique, malsaine, déjà ça met en lumière ce problème qui existe, et je pense que le mettre sous le tapis n'est pas forcément la meilleure solution. Ça permet aussi d'éveiller l'esprit des adolescents à ces relations et mieux savoir réagir si jamais elles se présentent à eux. Mais de l'autre côté, si jamais l'œil n'est pas assez critique, c'est qu'ils prennent ça au contraire comme une nouvelle norme. Qu'ils se disent que puisque c'est dans les séries, en fait c'est normal, ça arrive et c'est pas très grave. Et c'est là où pour moi le débat est à la fois le plus intéressant et à la fois ne peut pas se résumer à simplement il y a trop de scènes de sexe ou non, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent, c'est pas le problème. C'est vraiment sur la perception que ça va renvoyer. Et la perception que ça va renvoyer, ça va se passer du côté de la production, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, sur comment c'est filmé, comment ça s'inscrit dans l'arc narratif d'un personnage par exemple. Et comme je le défends à chaque fois, et je l'ai défendu sur ma vidéo sur les biopics, ma vidéo sur la représentation de la santé mentale, c'est réussir à éduquer les gens en amont sur ces sujets pour qu'ils puissent regarder ces contenus armés,
préparer, ne pas se laisser absorber par les représentations et en faire de nouvelles normes, et au contraire, les remettre en question, les remettre en perspective, pour être capable de distinguer ces représentations toxiques et malsaines. Personnellement, dommage la position quasiment dogmatique qui consiste à rejeter une œuvre pour sa présence supposée ou non de crac-crac. Encore plus quand on voit des tweets et des réactions de la part de personnes n'ayant même pas pris la peine de regarder la série. Je suis très loin d'être un fan de Sam Levinson et de son travail, notamment Malcolm and Marie qui est vraiment pas un très bon film pour moi, mais il me paraît aberrant de juger The Idol sur des rumeurs et des premiers retours presse. Surtout que la série semble avoir un propos sur le sujet, auquel on peut s'opposer, mais qui mérite au moins d'être vu avant d'être condamné. D'autant qu'on a vu que la théorie de la seringue épidermique, qui a longtemps prédominé dans le champ des sciences sociales et qui supposait que nous absorbions tout ce que les médias disaient sans véritable décodage, est fausse, comme l'ont montré les études que j'ai mentionnées. Et finalement, sur la série The Idol de Sam Levinson, on a donc eu des premiers retours absolument catastrophiques qui parlaient quasiment de soft porno, et le premier épisode a été diffusé lundi dernier au moment où je vous parle, et on reste dans des normes assez HBO, c'est-à-dire qu'il y a des scènes effectivement assez explicites, mais c'est pas non plus le trauma qui avait été vendu. Pour autant, je pense que ça va être intéressant de regarder ce qu'il en est des prochains épisodes pour voir si vraiment on se dirige là-dessus. Qu'est-ce que le public va retenir de cette série? Est-ce qu'il va être capable de porter un regard critique, ou est-ce qu'il va au contraire romantiser cette relation qui s'annonce extrêmement toxique, extrêmement malsaine? Et je pense que ça va être un bon test, et même ça pourrait être limite intéressant de faire une étude sur le sujet pour voir série qui annonce d'emblée représenter quelque chose d'extrêmement malsain et de toxique, qu'est-ce que les spectateurs vont en retenir? Et est-ce que cela va influencer négativement leur pratique? Je pense qu'on a même affaire dans une certaine mesure à ce qu'on appelle en sociologie une panique morale. Pour Stanley Cohen, le sociologue à l'origine de l'expression dans les années 70, il s'agit de la dénonciation d'une déviance bénéficiant d'une médiatisation intensive par des entrepreneurs de la morale. Ce phénomène va leur offrir un écho démesuré par rapport au fait social. Son exemple s'appuie sur des bandes de jeunes voyous que les médias montent en épingle pour créer un sentiment de peur chez la population. Et pour moi, on assiste un peu à ce phénomène dans une moindre mesure, quand des personnes expriment leur inquiétude ou leur rejet de trop nombreuses scènes de trempage de biscuits dans les séries pour ados et le fait que ça soit malsain. C'est très souvent un discours moral, voire moralisateur, qui lui est associé, loin d'arguments pourtant tout à fait entendables et légitimes sur le plan artistique, voire sur le plan social, si on parvenait à prouver l'effet néfaste de ces scènes. Surtout que, quand on se penche vraiment sur le phénomène, on se rend compte qu'il est moins question de pervertir les esprits candides de jeunes adolescents en quête de repères que d'attirer coûte que coûte l'attention, le buzz, la polémique. Et c'est souvent le cas, grâce à ces paniques morales. Le réalisateur de The Idol s'est dit enchanté et a dit que sa série était un grand succès lorsqu'il a entendu les critiques et les polémiques. J'espère que cette vidéo vous aura au moins permis d'y voir plus clair sur le réel danger des représentations malsaines et toxiques de la sexualité dans les séries pour ados. Et que la prochaine fois que vous verrez ou que vous prendrez part à un débat à ce propos, vous aurez quelques arguments ou éléments en plus en tête pour mieux appréhender le sujet. If you enjoyed this video, you might like this one about the problematic representation of mental disorders. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you soon.